bienvenue donc si vous nous rejoignez dans le 64, c'est l'heure de votre grand angle. Et c'est la semaine de la presse et des médias à l'école. C'est en ce moment en France avec pour thème s'informer pour comprendre le monde. Oui, mais justement, s'informer par quel biais? Où la jeunesse aujourd'hui puise-t-elle ces informations? État de la presse mainstream, dite classique, face aux médias alternatifs et aux réseaux sociaux. On en parle avec notre invité Jean-Bernard Schmitt. Vous êtes cofondateur de Spicy, la plateforme de documentaires à la demande. C'est un média digital à 100% qui a été lancé il y a 6 ans maintenant. Alors on y retrouve du reportage exclusif, donc uniquement accessible sur Internet et par abonnement. Aujourd'hui, Spicy, justement, c'est combien d'abonnés au monde ? Au monde, alors non mais vous avez raison, non mais vous avez entièrement raison. On a des abonnés dans le monde entier parce que c'est une spécificité de Spicy, c'est qu'on est accessible dans le monde entier. On en a beaucoup au Canada, aux États-Unis, en Afrique aussi. On a à peu près 5000 abonnés en direct et ensuite on est accessible sur Amazon, sur Molotov, très bientôt sur Orange. Donc là, ça démultiplie évidemment le nombre d'abonnés, mais oui, on est accessible dans le monde entier. Alors pourquoi justement un abonnement? Il est de combien déjà? Est-ce qu'il est accessible à tous? Et est-ce que c'est le fait de payer qui garantit à la fois la qualité, la création et aussi la liberté de ton? Alors, pourquoi est-ce que en abonnement payant? Parce que quand on a lancé Spicy, on s'est dit il fallait, sur cet univers assez sans foi ni loi qu'était le digital, l'idée était de créer vraiment une marque, un média qui apporte de la qualité en vidéo, qui était, un petit peu comme vous le rappeliez, le moyen le plus important pour les jeunes, notamment, de s'informer. Et quand on voit tout ce qu'ils voient, la masse extraordinaire, les milliards de vidéos qui sont vues chaque jour sur les réseaux sociaux, sur Internet, on s'est dit, il faut qu'on crée, on avait envie de créer vraiment un média de qualité qui va parler du monde, qui va vraiment donner une ouverture immense sur le monde, sur le digital, singulièrement aux jeunes, puisqu'on s'adresse principalement à eux, pas seulement, mais principalement à eux. C'est quoi, 18-35 ans? Oui, à peu près, voilà, c'est ça. Et donc, l'autre pilier très important, c'était notre indépendance, à la fois évidemment économique, éditoriale, et on s'est dit, la qualité, c'est important aussi d'envoyer ce signal, ça se paye, et donc on est accessible sur abonnement. Alors c'est un abonnement raisonnable, hein, c'est 4,90 € par mois, et il y a plus de 300 docs disponibles, énormément d'inédits, puisqu'on a cette particularité effectivement de produire nos propres docs, de raconter nos propres histoires, énormément d'inédits. On va avoir l'occasion d'en reparler justement. Venons-en, je vous propose aux jeunes, à cette génération dite Z qui est plongée dans l'ère du numérique. Où s'informe-t-elle? A-t-elle aussi les clés, les codes pour déchiffrer le vrai du faux? Comment apprend-on à être journaliste aujourd'hui en 2021 et surtout avec quelle envie? Florent Crepsec et Guillaume Gouet sont allés à la rencontre des étudiants en journalisme au CFJ, le centre de formation des journalistes est à Paris. Regardez leur reportage, on se retrouve après. J'avais 16 ans, je travaillais au marché et c'est la première fois que je passais de l'autre côté de l'étal et je m'étais dit tiens, j'aimerais bien raconter aux gens comment c'est, les coulisses, l'ambiance, tout ça. Raconter des histoires avec la vraie vie. Un jour un sujet sur le sport, un jour un sujet sur l'économie, un jour un sujet social. Pouvoir m'intéresser à tout en fait. Être curieuse tout simplement, être curieuse du monde qui m'entoure. Je ne lis plus de journaux en format papier, à la limite des magazines, mais plus de journaux en format papier. Il y a plus de moyens de s'exprimer, mais avec toutes ces dérives aussi. Sur Internet, il y a des informations qui circulent, comme il y en a quand on sort dans la rue. Et c'est notre travail de prendre ces informations-là, de leur donner du sens. Ce qui est important, c'est de sortir de sa bulle, donc d'aller recouper les sources. Il y a un moment où il va falloir décrocher son téléphone pour vérifier quelque chose. Des agrégateurs de journaux, comme Keep Up. Il y a aussi les applis de journaux classiques, hein, Le Monde, Libération, les vidéos d'un média américain qui s'appelle Vox. Tout est devenu un peu plus instantané avec l'essor des chaînes de télé en continu, mais on remarque même que sur Facebook, les formats longs sont beaucoup plus plébiscités que les formats courts. Je suis des médias en fait sur les réseaux sociaux. Je suis des médias mainstream, par exemple, je regardais France Info sur Instagram. Dès qu'on dit qu'on est journaliste, on va dire « Ah ouais, mais en plus, je travaille pour France Télévisions, t'es censuré. » En gros, c'est Macron qui dirige le groupe. La seule chose que je peux leur répondre, c'est que moi, à titre personnel, en tant que journaliste, dans mon métier de tous les jours, il n'y a personne qui me dit « Tu ne dis pas ça ».
J'ai parlé avec plein de journalistes qui m'ont dit qu'en 10, 20, 30 ans de carrière, ils n'ont jamais été censurés dans leur travail. Ils n'ont jamais reçu d'ordre de là-haut, par exemple, comme on dit. La liberté d'expression, ça n'a jamais été une garantie. Il y a toujours eu des modèles de pensée, de l'autocensure, et c'est pas qu'une question économique. Les gens seront toujours outrés, se mobiliseront toujours pour qu'on puisse parler. En tout cas, je fais confiance aux gens. J'ai l'impression qu'on se battra toujours pour la liberté d'expression, dans tous les cas. Et c'est heureux quand on est journaliste. Jean-Bernard Schmitt, on a entendu également décrocher son téléphone pour vérifier l'information. C'est plutôt rassurant qu'il y a encore les vieux réflexes qui sont en cours. Un mot justement sur cette défiance à l'égard des journalistes, des médias traditionnels, d'où aussi cette orientation vers le web, vers en fait ce qui nous intéresse directement. Et c'est là un vrai danger, c'est cette fabrique de l'opinion où en fait on se rend compte qu'un réseau social comme Facebook, par exemple, eh bien, vous conforte dans ce que vous pensez parce qu'il y a des algorithmes qui vous parle directement à vous, donc sans ouverture sur autre chose. Alors ça, c'est très important ce que vous dites, parce que on s'aperçoit quand même que les jeunes, et ça pourrait être assez rassurant, vont lire sur Internet. Les voix ont changé, hein. Évidemment, ils ne lisent plus la presse écrite, ils ne regardent quasiment plus la télévision. En revanche, sur Internet, sur les réseaux sociaux, exactement comme ces jeunes viennent de le dire, ils suivent les comptes de médias un peu traditionnels qui eux-mêmes s'adaptent à ces moyens de consommation. En revanche, et ça c'est très important de le dire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et notamment quand c'est via les réseaux sociaux et singulièrement via Facebook, la fourniture, en fait, en quelque sorte, la livraison d'informations n'est pas neutre. Parce que des algorithmes, des formules mathématiques qui sont assez secrètes et qui sont évidemment pas du tout anodines, vous livrent le contenu de façon orientée. C'est-à-dire, par exemple, ont tendance à vous conforter dans vos positions, dans vos choix, les amplifier. Alors quand vous êtes assez ouvert, généraliste, etc., c'est plutôt bien. En revanche, dès que vous avez une opinion un peu tranchée, dès que vous avez quelques a priori, les réseaux sociaux les amplifient et ne vous apportent quasiment pas de contradiction. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux ont tendance à vous enfermer dans une bulle informationnelle qui est assez imperméable à toute contradiction, à toute information critique ou contradictoire. Et c'est là où ça devient un danger. On parle du numérique, justement, on va parler de ce rapport physique au papier aussi qui tend à disparaître. La presse a dû s'adapter. Je vous propose d'écouter Franck Hanez, journaliste et patron de presse, le groupe SoPresse, et lui, SoFood, SoFilm, SoSociety. Une presse magazine qui aujourd'hui doit créer l'événement pour capter le lecteur. On l'écoute, on se retrouve encore après. Non, c'est pas la fin de la presse généraliste. Enfin, je sais pas ce qu'on appelle presse généraliste, mais c'est peut-être en tout cas, la presse quotidienne est sans doute amenée à être de plus en plus digitale parce que la consommation se fait comme ça aujourd'hui de la presse quotidienne. La presse magazine, en revanche, non, elle évolue dans un registre qui est un peu différent depuis une vingtaine d'années, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'existes plus de manière récurrente si tu ne fais pas événement. Personne ne vient tous les jeudis chercher son événement du jeudi. Et d'ailleurs, l'événement du jeudi n'existe plus. Et donc voilà, il faut créer l'événement et il faut faire en sorte que les gens se disent « Ah tiens, cette couverture, ah tiens, ce magazine, ah tiens, ce sujet ». Donc en fait, tu mises beaucoup aussi sur l'écho de tes reportages, de tes enquêtes, de ce que tu fais en fait. Ça joue énormément. Les relais que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, mais également sur les autres médias. Quand tu as des revues de presse, quand tu as d'autres médias qui parlent de ton travail, ça permet d'exister et d'aller chercher, de faire événement et d'aller chercher les lecteurs. Chercher le lecteur à l'heure du numérique, c'est pas forcément évident. Est-ce que le slow journalisme, ce journalisme d'investigation qui approfondit plutôt qu'il ne privilégie le zapping, est-ce qu'il peut encore séduire ? Oui, il peut séduire. La seule chose, c'est qu'il va falloir amener les lecteurs différemment vers cette forme de journalisme-là. Moi, je ne suis pas nécessairement pessimiste, parce qu'effectivement, encore une fois, il y a beaucoup de jeunes qui consomment de l'information, qui la consomment simplement différemment. Et il a raison, Franck Hanez, c'est à nous de nous adapter. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que quand il y a du fond, quand il y a des révélations, quand il y a de belles enquêtes, les gens viennent les lire et les jeunes viennent les lire. Et ensuite, en fait, ce qu'il faut faire, il faut séquencer l'information différemment. Il faut aller les chercher. Il faut la segmenter. Exactement. Il faut parfois la feuilletonner. Il faut aller sur Instagram, il faut aller sur Facebook, il faut aller sur Twitter pour ramener les gens vers des formats plus longs. Alors et ça fonctionne, ça. Je vais vous prendre au vif parce que nous devons nous adapter, mais il y a aussi le monde politique
qui s'adapte à l'ère du numérique. Et on a vu ces dernières semaines les politiques multiplier les interventions sur les nouveaux réseaux sociaux. Alors certains ont parlé de coups de com', de démagogie à l'égard des jeunes. Est-ce que ce n'est pas tout simplement un incontournable aujourd'hui dans la vie politique et la communication politique? Les réseaux sociaux, hélas, j'ai envie de dire hélas. Mais on l'a compris assez tardivement. Enfin, les politiques. Alors, les politiques l'ont compris peut-être assez tardivement. La presse l'a compris peut-être assez tardivement aussi parce qu'on a eu un retard à l'allumage sur Voilà sur François Internet. Hollande en image sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne. Oui, alors là, effectivement, c'est un peu une découverte récemment du monde, on va dire, politique et médiatique, effectivement, des plateformes comme Twitch. Bon, c'est quelque chose ce sont des opérations assez appréciables. Et au fond, c'est bien, je trouve, d'aller apporter du contenu et apporter de la parole, peut-être à des endroits ou sur des sites ou sur des applications ou sur des plateformes où on n'aurait pas l'habitude de les trouver. Bon, la réalité, quand même, encore une fois, c'est que si le contenu est bon et s'il est intéressant, les gens viendront le voir. Mais alors justement, les réactions face à cette communication politique sur des réseaux qui, à la base, s'adressent à des gamers, ne plaît pas tellement. Moi, j'en ai relevé lorsque j'ai regardé l'émission et la présence de Jean Castex. Il y a des internautes qui disent « Tu me dégoûtes, Samuel Etienne, tu nous as trahis, on veut pas de politique sur Twitch. Moi, pas différent des discours qu'on entend. C'est dommage, finalement, Jean Castex parle comme à la télé. » En gros, on s'attendra à autre chose, et puis il n'y arrive pas, en fait. Il ne s'y colle pas, ce nouveau média. Les politiques, alors, de toute façon, le discours est toujours le même. Ne l'auront pas. Les politiques, je ne veux pas être méchant, mais j'imagine mal Jean Castex ou François Hollande changer radicalement de registre parce qu'ils arrivent sur Twitch, donc ils ne devaient pas vraiment connaître quelques jours avant. Donc moi, ça m'étonne pas trop. Après, je trouve ça plutôt bien et amusant d'aller investir pour des journalistes ces terrains-là. Ça fait quand même partie de notre métier. C'est un peu le petit bout de la lorgnette, découvrir les choses. Mais encore une fois, le contenu prime. Il y a des canaux traditionnels, il faut ramener les gens, ramener les lecteurs, ramener les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes vers ces canaux-là. Après, aller les chercher un peu n'importe où, c'est pas très grave si la qualité est bonne. Et puis ça m'étonne pas. Donc c'est de l'information, c'est pas du marketing. Non, ça reste de l'information. Encore une fois, à nous d'explorer, et toute l'histoire de la presse est marquée quand même par ça, par la découverte de nouveaux canaux. Au début, c'était la presse écrite, puis la radio, puis la télévision, puis Internet. Et qu'est-ce qu'il y aura demain? Non, ça, c'est pas grave. Si on reste compétent, si on reste professionnel, si on continue à donner de la qualité. Et une dernière chose, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous faites des mécontents. Ça, c'est certain. Donc, aujourd'hui, ils sont sur Twitch parce qu'ils ne sont pas contents de voir débarquer peut-être du contenu journalistique ou du contenu politique. Avant, c'était autre chose. Vous avez des réactions sur la radio, les services de lecteurs. En général, il y a toujours des gens pas contents. Merci beaucoup, Jean-Bernard Schmitt, d'avoir été avec nous. Vous êtes cofondateur de Spicy, la plateforme de documentaires à la demande. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.